Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons à Moura. C'est un tout petit village au centre du Mali, qui est au cœur de l'actualité africaine et internationale depuis plusieurs semaines. Comme vous le savez, l'ONG Human Rights Watch a commis un rapport qui accuse les forces armées maliennes d'avoir commis des massacres sur les civils lors d'une opération terroriste menée dans cette partie du Mali il y a quelques semaines, notamment à la fin du mois de mars. Et comme on pouvait s'y attendre, ce rapport est largement commenté par certains médias occidentaux. Avant d'y revenir et vous donner un certain nombre d'éléments d'analyse qui pourraient vous permettre de vous faire votre propre opinion sur ce qui s'est passé à Moura, je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes digitales de Vox Africa, notamment YouTube et Facebook, parce que nous nous sommes donné le pari de vous apporter un autre son de cloche sur l'actualité internationale et notamment africaine. Et pour y arriver, nous avons absolument besoin de vous. Donc, abonnez-vous. Premier élément dans cette affaire de Moura, il y a une question qui nous semble centrale, mais curieusement, personne ne se la pose. Cette question est celle de savoir quel intérêt l'armée malienne aurait à massacrer sa propre population. Parce qu'il y a au moins deux choses qui semblent claires. La première chose, c'est que l'armée malienne, pour réussir sa lutte contre le terrorisme, a absolument besoin de ces populations pour avoir notamment des renseignements. Elle n'y arrivera pas sans une collaboration franche et sincère des populations qui sont opprimées, massacrées depuis plusieurs années par les terroristes. Alors, pourquoi va-t-elle prendre le risque de retourner cette population-là contre elle en sachant effectivement que cela lui compliquerait davantage la tâche? Deuxième élément, les autorités maliennes sont bien conscientes qu'elles ne sont pas en odeur de sainteté avec certaines grandes puissances internationales et que se permettre de commettre ce genre d'actes pourrait justement les exposer à des représailles incommensurables. Alors, à moins que l'on pense que ce sont des acteurs pas du tout rationnels, expliquez-moi pourquoi ils prendraient le risque de laisser faire ce genre de choses. Le deuxième élément que je voudrais relever pour essayer de comprendre ce qui se joue dans cette affaire de Moura, c'est le traitement médiatique de cette affaire. Vous aurez constaté comme nous que plusieurs médias occidentaux ont pris le rapport de Human Rights Watch comme une vérité absolue. On dirait, pour rester dans une certaine formule, une parole d'évangile. On utilise très peu, pour ne pas dire pas du tout le conditionnel. L'armée malienne est déjà condamnée par ces médias. Bonjour à tous, c'est un massacre qui s'est déroulé loin des caméras et des médias. Fin mars, le village de Moura, dans le centre du Mali, a été la cible d'une opération antiterroriste. Les raids ont été menés par l'armée malienne, appuyée par les milices Wagner. La mission s'est transformée en carnage. D'après Human Rights Watch, environ 300 civils ont été tués. Certains corps ont été retrouvés calcinés, d'autres criblés de balles. L'ONG les accuse de massacre dans le village de Moura, dans le centre du pays. Après un échange de coups de feu avec un groupe d'environ 30 djihadistes près du marché en question, les soldats qui sont arrivés en hélicoptère ont bouclé la ville et arrêté presque tous les hommes adultes, des centaines d'entre eux et encore des habitants de Moura et de nombreux commerçants en provenance d'autres villages. Et après les avoir ramenés dans un endroit à l'est de la ville, les détenus ont été emmenés pendant plusieurs jours par petits groupes et exécutés par des soldats maliens et blancs. On parle là d'exaction parce que ça a duré. Et on m'a dit que des tirs d'hélico ont démarré avec l'opération, puis des renforts sont arrivés. Il y a eu un affrontement, on va dire, dans les rues du village. Tous les locaux du village sont allés dans leur maison. Et puis les FAMA, les forces armées maliennes, avec des éléments russes, ont été les chercher chez eux sur plusieurs jours. Mais nombreux sont les témoignages qui parlent de plusieurs centaines de morts, en grande majorité d'ailleurs des civils désarmés. L'ONG Human Rights Watch a recueilli de nombreux témoignages glaçants de survivants qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient enduré. Très édifiant, n'est-ce pas? Vous voyez comment cette actualité est traitée par ces médias-là. Il n'y a pas de nuance, pas d'ambiguïté, aucun recul, un déséquilibre total. Alors qu'il est clairement établi que ce fameux rapport de Human Rights Watch ne repose que sur des témoignages
très compliqué à vérifier. Toujours concernant le traitement médiatique de cette affaire, nous pouvons prendre pour exemple l'article publié par nos confrères de Jeune Afrique. C'est un article, quand vous le parcourez, vous êtes obligé de vous poser un certain nombre de questions. La première question, c'est que dans cet article de Jeune Afrique, il y a un écart incompréhensible entre le nombre de morts. On parle de 200 à 400. C'est quand même curieux comme échelle pour mesurer les morts. On peut partir de 200 à 220 à 250, mais quand on va du simple au double, cela amène à s'interroger. Deuxième problématique dans cet article, on parle de deux jeunes témoins qui auraient aidé l'armée malienne à creuser et à enterrer les différents cadavres, notamment de ceux qu'on veut considérer comme des civils, dans des fosses communes. La question que tout le monde pourrait se poser, c'est de savoir si l'armée malienne était, comme on veut le faire croire, dans une opération punitive pour massacrer sa propre population, quel intérêt elle aurait à laisser en vie les deux principaux témoins qui pourraient justement trahir cette opération? Autre élément très important pour comprendre cette affaire de Moura, c'est la rapidité avec laquelle l'ONG Human Rights Watch a fait, appelons-le ainsi, son enquête pour pouvoir produire ce rapport. En combien de temps ils ont pu faire une véritable enquête? Alors qu'on sait très bien que dans ce type d'affaires, c'est très compliqué de pouvoir, dans un temps réduit, déterminer la vérité. Une chose très importante, c'est comment fait-on ce type d'enquête? Comme vous l'avez pu le constater, tout ici repose dans le rapport de Human Rights Watch sur des témoins. Qui nous dit que ces témoins qu'ils auraient interviewés ne sont pas tout simplement des djihadistes confondus à la population qui auraient intérêt à ce que prospère ce type d'information? Vous voyez qu'il faut une minutie et surtout qu'il faut du temps. Pour vous en convaincre, je vous propose d'écouter ces deux éléments. L'un concerne une enquête qui a été réalisée au Niger par la Commission nationale des droits de l'homme là-bas. Vous allez voir la démarche. L'autre concerne Bounty. Vous vous rappelez la fameuse opération de l'armée française Barkhane qui avait tiré sur un mariage et tué plusieurs civils. Vous allez voir le temps et surtout la complexité de ce genre d'enquête. La Commission nationale des droits de l'homme du Niger, après une enquête, a révélé que plus de 100 personnes ont été assassinées par des militaires incontrôlés. Alors, je voudrais savoir comment la CNDH a mené cette enquête pour arriver à cette conclusion. La commission s'est rendue sur les lieux. Il faut rappeler que ces événements dont on parle se sont produits fin mars et tout début avril. Mais la CNDH, elle, n'a pu se déplacer que 2 mois plus tard, quasiment. Elle explique que c'est faute de moyens logistiques et financiers, parce qu'il faut rappeler d'abord que cette mission a dû se rendre dans une zone d'insécurité et d'attaques récurrentes, une zone à la frontière avec le Mali. Les experts ont donc dû travailler sous escorte militaire. Il a donc fallu organiser ces escortes et ils ont dû faire aussi des allers-retours quotidiens vers une base arrière plus sûre pour dormir. Et tout ça a eu un coût. Évidemment, 30 millions de francs CFA, soit environ 45 000 €. Donc une fois cet argent mobilisé, une fois les escortes mises en place, les experts ont pu effectuer leur mission. Ils en ont effectué plusieurs entre le 20 mai et le 6 juillet. Ils ont évidemment entendu des témoins sur place, des proches des victimes, des rescapés, et ils ont réussi à localiser également 6 fosses communes. Et au total, 71 corps ont été recensés par la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, et c'est sur cette base, sur ces corps retrouvés, que les experts ont ensuite travaillé. Ils ont tenté évidemment de les identifier dans un premier temps, même si des tests seront faits ultérieurement. Le travail n'est pas terminé. Ils ont tenté de comparer les corps qui ont pu être identifiés avec la liste de 102 personnes établies dès le départ par les populations. Il a fallu aussi vérifier que certaines de ces personnes n'avaient pas été arrêtées ou tuées lors de frappes aériennes qui ont eu lieu la 2e quinzaine de mars dans la région, ce qui aurait pu expliquer que certaines soient portées disparues aux yeux de leurs proches. À noter que la CNDH a aussi envoyé sur le terrain un médecin légiste et des officiers de police judiciaire. Il y a eu aussi des prélèvements d'ADN qui ont été effectués sur les corps retrouvés à des fins d'identification. Donc, vous le voyez, c'est une enquête longue, minutieuse, qui a pris du temps pour recueillir à la fois des témoignages et des preuves matérielles. Vous affirmez qu'il y aurait au moins 50 morts civiles. C'est beaucoup plus que le chiffre qui est reconnu par la France. Comment est-ce que vous avez travaillé pour la réaliser, cette enquête ?
Bien, c'est une enquête que nous avons menée pendant près d'1 an avec en tout plusieurs mois passés sur le terrain au Mali. On a mené de nombreuses interviews avec des témoins, des survivants, des analystes. On a épluché des documents, vérifié des allégations, des images, compilé des documents. Donc en fait, depuis 2013, la France a reconnu avoir tué accidentellement 7 civils au Mali. Mais on a calculé que c'est en fait beaucoup plus, probablement une cinquantaine de civils au moins qui auraient été tués par les forces françaises, et on a réussi à vérifier indépendamment 25 de ces morts, donc en plus des 7 morts admis par la France. Alors je vous donne un exemple. Dans un document confidentiel de Barkhane que nous avons obtenu, un cas concernait la mort d'un civil qui a été tué par les forces françaises dans le centre du Mali en mai 2020. Donc l'homme était sur une moto, il a été abattu alors qu'il s'approchait des soldats de Barkhane. Il a été tué, enterré sur place, et une compensation a été versée à la famille, tandis que l'incident a été gardé secret. Comme vous venez de le voir, il faut du temps et énormément de moyens pour mener ce type d'enquête. Or, Human Rights Watch, avec l'appui des médias qui se font l'écho de son rapport, veut nous faire croire qu'ils ont pu mener une enquête sérieuse en quelques jours, au point d'accuser de manière péremptoire l'armée malienne de vouloir massacrer sa population. Autre élément pour essayer de comprendre ce qui se joue avec cette affaire de Moura, c'est le 2 poids 2 mesures. À chaque fois que les forces occidentales sont menées dans ce type d'opération et qu'il se passe quelque chose et que des civils sont tués, on parle, comme par hasard, de bavure. Et quand il s'agit des armées africaines, les mots ne sont plus les mêmes. On parle d'exactions et de massacres. Les maliens ont-ils été tués par erreur lors d'un raid de Barkhane? Le ministère de la Défense du Mali affirme que oui. La réponse de l'armée française est plus nuancée. Elle précise que rien n'a permis de détecter, pendant les phases de renseignement avant l'opération, la présence de ces otages. Le 3 janvier dernier, une frappe aérienne menée par la force française anti-djihadiste Barkhane au Mali suscitait des interrogations sur l'éventualité d'une bavure au cœur de l'un des principaux foyers de violence au Sahel. Selon des villageois, cette attaque aurait atteint une fête de mariage, faisant une vingtaine de morts dans un village. Ici, vous notez clairement la différence de ton. On parle au conditionnel, on est prudent, on n'accuse pas, il n'y a pas de sentence. Tout simplement parce que ce sont les armées occidentales qui sont impliquées. Vous avez vu plus haut comment on parle quand il s'agit des armées africaines. Malgré effectivement que dans le cadre de cette tristement célèbre affaire de Bounty, où il est clairement établi à travers notamment un rapport de la MUNISMA que l'armée française a tiré sur des civils lors d'un mariage, la France continue de nier ce qui semble être au jour d'aujourd'hui une véritable évidence. Nous n'avons engagé aucun hélicoptère sur la zone. Donc ce n'est pas un hélicoptère français qui a tiré et qui a tué des dizaines de civils. Aucun hélicoptère, et je puis vous dire, parce que j'ai évidemment pris soin de procéder moi-même aux vérifications, qu'il n'y avait ni mariage, ni femme, ni enfant, qu'il s'agissait d'hommes et exclusivement d'hommes, conformément aux renseignements que nous avions recueillis. Où sont généralement ces ONG et ces médias occidentaux quand les djihadistes commettent, et là c'est le cas de le dire, des véritables massacres contre les populations? On se souvient encore du massacre commis il y a quelque temps dans le village d'Ogon, où 3 villages ont été entièrement brûlés par les djihadistes. Vous vous souvenez tous aussi des images extrêmement choquantes des femmes et des enfants brûlés dans un bus par des djihadistes. À ce moment-là, on n'avait pas beaucoup entendu ces ONG et même ces médias. Le traitement accordé à ces informations était des plus sommaires. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque les ONG, notamment Human Rights Watch, sont interpellés par rapport au massacre des djihadistes, ils semblent dire qu'ils feront le travail concernant les massacres des djihadistes, mais plus tard. Notre organisation Human Rights Watch investit d'ailleurs également, conduit des enquêtes en ce moment et rendra compte prochainement d'un certain de centaines de civils qui ont été tués justement par la filiale de l'État islamique à Ménaka, au Mali et dans les environs.
Curieuse façon de procéder quand on les écoute. Visiblement, tout laisse à croire que ce qui est plus important pour ces ONG et ces médias, c'est d'accuser les armées africaines d'exactions et de massacres. Ce que les terroristes font, visiblement, n'a pas beaucoup d'importance à leurs yeux. Autre élément à relever dans cette affaire de Moura, c'est le désir ardent de ces ONG et notamment de ces médias d'associer inévitablement les Russes à tout ce qui se passe sur le terrain en Afrique. Dans tous les reportages, on trouve un moyen de dire que l'opération a été menée avec les Russes. Mais comme il n'y a pas d'éléments palpables qui puissent prouver cela aujourd'hui, on utilise des formules tirées par les cheveux. D'ailleurs, pour revenir à l'article de Jeune Afrique, on dit effectivement que les témoins sur place racontent avoir vu des Occidentaux dans l'hélicoptère et que plusieurs témoignages concordants disent que ces Occidentaux ne parlent pas français. La question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir, est-ce que quand on ne parle pas français, on est forcément russe? C'est une question qui peut se poser. L'autre chose, c'est de savoir que Moura, c'est une zone rurale. 99% de la population là-bas ne parle pas les langues étrangères, pour ne pas dire le français. Alors, comment des gens qui ne parlent pas et ne comprennent pas le français arrivent à distinguer les langues? En plus, ces militaires qu'on dit être venus massacrer des populations, à quel moment ont-ils eu le temps d'échanger avec des populations pour que ces derniers puissent se rendre compte que les Occidentaux qui étaient ne parlaient pas français? Qu'on se comprenne très bien, il n'est pas question pour nous ici de dire qu'il n'y a pas de Russes au Mali. Tout le monde aujourd'hui, y compris le gouvernement malien, reconnaît la présence des Russes. La question qui se pose, c'est celle de leur implication. Alors que les autres parlent de mercenaires russes, le gouvernement malien reste campé sur sa position, il s'agit des coopérants russes. Un autre élément très important qu'il faut absolument saisir dans cette affaire de Moura, c'est de comprendre l'objectif caché derrière cette campagne. Il faut se rappeler d'un certain nombre de faits pour comprendre ce qui est en train de se jouer. L'objectif qui n'est pas avoué, c'est qu'il est question aujourd'hui de faire intervenir l'ONU officiellement au Mali. Et pour cela, on a besoin d'un certain nombre d'éléments pour obtenir une résolution, notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour cela qu'il faut absolument accuser l'armée malienne d'exaction, de massacre, pour justifier une intervention. Et on dira, comment on a eu à le faire, notamment en Libye, que les autorités maliennes ont délibérément décidé de massacrer leur population. Quelque chose qui semble quand même surréaliste. Il est important de noter qu'une tentative d'obtenir une résolution des Nations Unies pour enquêter à Moura a déjà été introduite au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais cette dernière a été bloquée par la Russie et la Chine, qui sont deux membres permanents de ce Conseil de sécurité et, comme vous le savez, détiennent un droit de veto. Donc vous comprenez très bien qu'il y a une stratégie et une démarche qui est en œuvre et les instigateurs ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Autre élément beaucoup plus vicieux, vous allez vous rendre compte que dans cette affaire de Moura, on essaye aussi de ramener une affaire communautaire. Des témoignages affirment également que des civils ont été ciblés en fonction de leur appartenance ethnique, notamment les Peuls. Oui, il faut dire qu'il y a une dynamique ethnique claire dans le conflit au Sahel. Les djihadistes ont axent leur recrutement sur les Peuls ou les Fulani en exploitant leurs griefs à l'égard du gouvernement et d'autres groupes ethniques. Et tous les témoins, ceux à qui nous avons parlé, s'accordent à dire que l'ethnie Peul, qui est de toute façon qui est aussi largement, il faut le dire, majoritaire dans cette région, a été particulièrement ciblée. En effet, il nous semble qu'il s'agit, évidemment, il s'agit d'un crime de guerre, mais aussi qui traduit un exemple de punition collective contre des civils Peuls pour leur soutien réel ou supposé aux islamistes armés. On essaye de faire croire que la majorité des gens qui auraient été massacrés, comme on veut le dire par l'armée, seraient d'une certaine ethnie. L'idée ici, c'est de pouvoir trouver des termes plus tard pour justifier une intervention au Mali en accusant les autorités maliennes d'être en train d'orchestrer un génocide. Et comme la fameuse communauté internationale se soucie tellement de nous, il va falloir que l'ONU intervienne pour empêcher le génocide. Vous vous rappelez bien de ce qui s'est passé en Libye avec Mouammar Kadhafi.
Nous sommes dans la caserne militaire de Benghazi. Des combats entre l'armée fidèle à Kadhafi et des révolutionnaires ont eu lieu pendant 3 jours. Une centaine de personnes sont mortes ici. Il y a quelques jours, des révolutionnaires ont découvert ici les geôles où disparaissaient les opposants politiques. Les Nations Unies sont sur le point de sanctionner la Libye du colonel Kadhafi. Embargo sur les armes, gel des avoirs, éventuelles poursuites pour crimes contre l'humanité. Ce sont quelques-uns des points de la résolution qui pourraient être adoptés aujourd'hui par le Conseil de sécurité. Nous ne pouvons nous intéresser naturellement des victimes innocentes de la folie meurtrière de M. Kadhafi. Mouammar Kadhafi, bientôt poursuivi pour crimes contre l'humanité. Le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, demande au juge de délivrer en tout 3 mandats d'arrêt contre des Libyens. Les preuves établissent, dit-il, que Mouammar Kadhafi a commandé personnellement les attaques contre des civils libyens non armés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est ce désir de toujours vouloir infantiliser les Africains, de vouloir montrer que nous sommes des sauvages, qui ne pouvons pas vivre entre nous et que l'obstacle ethnique est tellement grand qu'à chaque fois, nous allons nous entretuer. Et ces gentils occidentaux viennent nous empêcher, nous qu'ils considèrent comme des barbares, de nous entretuer. Mais ne vous méprenez pas, l'objectif est clair. Il ne faut pas laisser les autorités maliennes aller au bout de la conquête de leur souveraineté engagée il y a quelque temps. Si on veut en fait parler de massacre, pourquoi dans certains cas on est plus enclin à s'agiter alors que dans d'autres c'est silence radio, circuler, il n'y a rien à voir? Combien de civils ont été pour le coup massacrés par les armées occidentales dans le monde ces 20 dernières années? Que ce soit en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Yémen, en Libye et j'en passe. Où sont alors ces puissantes ONG internationales? Pourquoi les États-Unis, la France et leurs anciens chefs d'État ne sont pas inquiétés par la justice internationale? Vous comprenez très bien qu'on est là dans un processus où il faut trouver des éléments à charge pour essayer de mener à terme une politique et une stratégie bien construite. Dernier élément pour terminer cette chronique, c'est la justice. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il a été clairement établi que l'armée française, notamment à travers sa force Barkhane, a tué des civils au Mali. Quelle est la suite qui a été donnée alors qu'un rapport des Nations Unies à travers la MINUSMA a été clair en indiquant clairement les rôles et les implications des uns et des autres? On n'a pas eu de suite jusqu'à présent. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années de cela, l'armée française, notamment à travers sa force Sangaris en République centrafricaine, avait été accusée d'exactions et notamment de viols sur des enfants. Nous essayons de parler aux victimes pour tenter d'établir exactement ce qui s'est passé et avoir une idée de l'ampleur du problème, des besoins et quelles seront les prochaines étapes. Ces allégations sont anciennes. Elles remontent de 2013 à 2015, mais nous n'excluons pas qu'il y ait aussi des cas récents. Il n'y a aucune complaisance à ce niveau. Les accusations avaient terni la réputation de l'armée française. C'est le journal The Guardian qui révèle l'affaire au printemps 2015. Le quotidien britannique fait état d'une note interne de l'ONU. Dans ce document se trouvent les auditions de garçons âgés de 9 à 13 ans. Les enfants accusent les militaires d'avoir abusé d'eux en échange de nourriture entre décembre 2013 et juin 2014. Les faits se seraient déroulés dans un camp de déplacés près de Bangui. Ces faits ont été documentés, des témoignages ont été recueillis, des enquêtes sérieuses ont été menées. Mais qu'est-ce qui a été décidé à la fin? Le non-lieu du parquet de Paris pour les soldats français accusés de viol en Centrafrique. Les juges d'instruction ont rendu leur verdict sur les accusations de viol portées par des enfants contre des soldats de l'opération Sangaris. Le parquet a estimé qu'on ne pouvait pas exclure que des abus aient été commis, mais que les éléments recueillis ne permettaient pas d'établir la culpabilité des militaires. Ici, il n'est pas question pour nous de dédouaner qui que ce soit, de dire que l'armée malienne n'a pas tué des civils. Mais il y a une différence entre une bavure qu'on peut commettre dans ce type d'opération, qui, est-il besoin de le rappeler, sont des opérations extrêmement délicates parce qu'on est là dans une guerre asymétrique
où les ennemis ne sont pas clairement identifiables. Ils se mélangent à la population. Donc, on peut dire qu'il est presque normal que dans le cadre de ce genre d'opération, on puisse commettre de bavures. Mais il y a une grande différence entre une bavure, entre une balle perdue qui aurait pu prendre un civil et un massacre. Les mots ont un sens, alors il faudrait qu'on fasse attention à leur utilisation, à moins que le but n'est pas d'informer, mais davantage de désinformer.